Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais me présenter parce que c'est la première vidéo. Donc, je m'appelle Aurélie et je suis coach parental et familial. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement du cerveau en fonction de la gestion des émotions. Alors, pas de panique, je ne suis ni neurologue ni pédiatre et je vais vous expliquer ça le plus simplement possible. Tadam! Alors, voici un cerveau. Donc, on peut séparer le cerveau en 4 grandes parties. Je ne rentre pas dans les détails car, on est bien d'accord, les parties du cerveau, il y en a bien plus que 4. Mais moi, je vais en conserver 4 parce que c'est ça qui va nous intéresser. Alors, tout d'abord, ce qui est dessiné en bleu, c'est le néocortex. Donc, le néocortex, c'est la partie la plus humaine de notre cerveau. C'est celle qui nous permet d'organiser et de réfléchir nos actions. Donc là, sur le devant, ici et juste derrière notre front, il y a le lobe frontal. C'est ce qui gère nos freins, c'est ce qui nous arrête. C'est la partie qui gère l'inhibition de nos comportements et c'est quelque part la petite voix qu'on a dans la tête qui nous empêche de faire n'importe quoi et de dire certains trucs à certaines personnes quand c'est pas très approprié. Donc par exemple, c'est lorsque votre patron vous fait un reproche et que vous avez envie de l'envoyer paître. C'est ce qui vous empêche. C'est aussi la partie qui va s'activer quand Enzo, par exemple, va vouloir taper son frère et puis qui voit du coin de l'œil qu'il y a papa qui le regarde et qui fait non et qui décide finalement de ne pas taper. C'est ce qui gère l'impulsivité et qui nous permet de réfléchir avant d'agir. Dans cette partie-là, il y a toute la capacité de coordonner nos actions, d'organiser nos actions dans le but d'obtenir quelque chose ou de fabriquer quelque chose. C'est cette partie-là qui va travailler quand votre jeune vient vous voir pour vous emprunter 20 €. Et là, il se dit, ok, de quelle façon je devrais m'y prendre pour que ma mère me prête cet argent? Peut-être que si je lui fais mes yeux de chien battu, ben, ça va mieux marcher. C'est cette partie aussi qui gère les causes de lien à effet. C'est celle qui comprend les conséquences. Donc, si votre jeune qui veut absolument vous emprunter vos 20 €, bah, il sait que s'il crie sur vous, il n'aura pas ces 20 €. Et si notre Enzo de tout à l'heure ne frappe pas son frère, c'est pas tellement qu'il ne veut pas le frapper, c'est plus parce qu'il a peur des conséquences de papa qui le regarde. Donc, dans la capacité de réfléchir avant d'agir, hop, c'est ici. Dans cette partie-là, il y a toute la partie exécutive qui vont servir entre autres à l'école, le langage, la créativité. Mais c'est aussi la partie qui va nous servir dans notre capacité à la collaboration et d'être aussi avec les autres, de prendre soin des gens qui nous entourent. La partie qui est en rose, ici, c'est le siège des émotions, c'est le cerveau limbique. Alors c'est là où on va ressentir les émotions les plus intenses. Il est responsable des émotions et donc des réactions comme la joie, la colère, la peur, etc. et des situations qui pourraient être dangereuses. Et enfin, en violet, ici, avec le tronc cérébral qui vous permet de marcher, de faire vos mouvements, vous avez en violet ici le cerveau reptilien. Alors lui, il est responsable des fonctions de base. Donc manger, respirer, digérer, bref, toutes les fonctions vitales, ainsi que tous les réflexes de survie. Dans le cerveau reptilien, on va retrouver tous les réflexes primaires, dont celui de défense. Par exemple, lorsque quelque chose tombe à côté de vous, c'est ce réflexe de défense qui vous pousse à vous écarter. Et dans... Je reprends mon petit dessin. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Dans la partie du cerveau limbique, vous avez ici, hop, en forme de petite amande, ce qu'on appelle une amygdale. Alors, les amygdales, c'est pas que dans la gorge, on en a aussi dans le cerveau, et on en a une de chaque côté. Une dans chaque hémisphère. Donc c'est en quelque sorte notre détecteur de danger. C'est le bouton qui vient s'activer dans une situation à très forte charge émotive et lorsque l'on a peur.
Donc cela va vous amener à avoir toute une série de réactions défensives. Juste pour simplifier les choses un petit peu plus, donc quand cette partie-là là, s'active de façon intense, cela va travailler avec mon cerveau reptilien et cela va m'amener à réagir de façon plus primaire. Si j'ai une forte émotion, le sang de mon cerveau va aller plus dans cette portion-là que dans la partie néocortex. Si je simplifie encore davantage, si je prends ces deux zones, donc la zone limbique et le cerveau reptilien, et que je le représente par mon poing, le néocortex et le lobe frontal, on va dire que c'est le cerveau rationnel et je le représente avec ma main. Pour simplifier, plus l'émotion est intense, plus cette partie ici s'active et plus la partie du néocortex est déconnectée. Donc la partie rationnelle est de plus en plus difficilement connectée et utilisable. Donc plus l'émotion est intense, moins le rationnel fonctionne. Bref, moi je dis qu'il tombe en panne. Alors, qu'est-ce que ça nous amène à comprendre? D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pareil avec l'adulte et l'alcool. Donc plus vous buvez, plus la partie rationnelle est déconnectée de votre partie reptilienne. Fin de parenthèse. Pour l'enfant, plus l'émotion est intense, moins il aura accès à son côté rationnel, moins il aura de freins, moins il sera en mesure de réfléchir à l'impact possible de ses actions. Donc pour notre Enzo qui tout à l'heure a retenu son geste parce que papa était en train de le regarder, si son émotion était trop forte, trop intense, il n'aurait peut-être pas retenu son geste. Il faut savoir que vu que le néocortex est relié au langage, quand un enfant est dans une émotion très forte et intense et qu'on dit à un enfant « Mais dis-le avec des mots, je ne comprends pas ce que tu veux me dire », eh bien c'est pas possible. Ça marche pas. Pour lui, il est complètement déconnecté de son cerveau rationnel qui lui permet de le faire. Donc, plus un enfant est en colère, plus son émotion est intense, moins il a accès à sa zone de langage. Donc, c'est difficile pour lui de parler. Surtout, un enfant qui est petit et qui ne maîtrise pas déjà bien la parole à la base, ça risque d'être encore plus difficile pour lui de s'exprimer. Donc, plus l'enfant est en colère, plus il risque d'avoir du mal à organiser ses actions, il ne saura pas comment réagir, tout ce qu'on aura pu lui montrer, comment gérer ses émotions, il n'y aura pas accès. Donc, il est, je rappelle, déconnecté. Et là, ce sera difficile pour lui de se dire, il faut que je respire, il faut que je me calme. Non, ça, c'est pas à lui de le faire. C'est pas possible. Il n'y a pas accès, je rappelle. Donc, ce qui veut dire qu'il aura davantage besoin de vous pour pouvoir, se reconnecter. Donc, plus le néocortex tombe en panne, plus c'est le cerveau reptilien qui s'active. Et là, il va venir réveiller chez nous des réflexes, des mécanismes de défense. Alors, à votre avis, quels sont les mécanismes de défense? Eh bien, il y en a 3. C'est les défenses primaires de l'humain. La fuite, l'attaque, et ensuite, faire le mort. Alors, en détail, chez l'enfant, la fuite, c'est clairement partir aller se cacher sous son lit, sous une table, ou même s'enfuir réellement de la maison ou de l'école, par exemple. Ça pourrait être aussi, je m'agite, je m'énerve, parce que quand je bouge, que je chantonne, que j'ai la bougeotte, je suis moins en contact avec mon émotivité. Donc, on peut voir des enfants qui, quand ça va pas, quand ils sont anxieux, se retrouvent très agités. Le réflexe de fuite, ça pourrait être aussi paradoxalement le « je bouge pas ». Alors, mais attention, il part loin, 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 loin dans sa tête parce qu'il est en train d'être dans son imaginaire et comme ça, il n'est pas en contact avec son émotivité.
Donc par exemple, un enfant qui aurait pu voir une dispute à la maison le matin de ses parents avant de partir à l'école, eh ben, il aura du mal à se concentrer toute la journée parce que sa tête part ailleurs pour oublier ce qu'il aura vu. La fuite, ça peut être aussi éviter une situation que je trouve désagréable pour moi. Par exemple, les enfants qui ont qui ont mal au ventre, pardon, le matin avant d'aller à l'école et qui trouvent les moyens pour ne pas y aller. Parce que pour eux, l'école réveille un sentiment d'abandon, de l'anxiété sociale, de l'anxiété de séparation. Et ça pourrait être aussi, en réflexe de fuite, c'est j'ai tellement peur que les autres me rejettent que du coup je ne vais pas vers les autres et ainsi j'évite une situation stressante. Donc le deuxième réflexe de défense, c'est l'attaque. Bon, le réflexe d'attaque, c'est assez simple. C'est un enfant qui lance des objets, qui frappe, qui injure, pardon, qui se met en colère et qui vous retourne toute une pièce. Par contre, il ne faut pas oublier que l'enfant le regrette après. C'est plus fort que lui. Petit rappel, le néocortex est en panne. C'est lui qui ne lui permet plus d'être rationnel et son cerveau ne fait pas la différence entre je me fais attaquer par une meute de chiens enragés et c'est mon parent qui veut juste que je range ma chambre ou encore la maîtresse qui veut que je fasse un exercice de maths mais auquel je me sens totalement incompétent et le seul moyen que j'ai, c'est d'attaquer. Donc le cerveau ne fait pas la différence et il déclenche le mécanisme de défense. Ensuite, le mécanisme de faire le mort. Alors moi je l'aime beaucoup celui-là. En fait, ça serait simplement l'enfant ou le jeune qui se déguise en plante verte. Il est tellement dans le malaise, dans le mal-être, qu'il est comme désactivé. Moi j'appelle ça le regard de poisson rouge. Vous savez, il n'y a plus personne au bout du fil. Chez les tout petits, je suis sûre que vous allez voir cette image. Alors, elle apparaît très très vite en tête. On a le petit qui s'écrase par terre. Et là, on a une espèce de petite patate toute molle qui ne tient plus sur ses jambes et qui est devant nous et qu'on essaye absolument de soulever par le bras, qu'on traîne un peu partout. Et d'ailleurs, petite parenthèse, attention aux bras dans ces moments-là, surtout chez les plus petits. Ne cherchez pas à le tirer pour le relever, vous risquez d'endommager les articulations à ce endroit-là. Prenez-le plutôt sous le ventre, à bras le corps pour le relever, pour essayer de l'asseoir quelque part pour qu'il se calme. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Premièrement, pour vous amener à être davantage indulgent. Il faut comprendre que plus l'émotion est intense, moins l'enfant a accès à sa capacité à se raisonner. Vous devez aussi savoir que le cerveau des enfants est un petit peu comme un gruyère. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Tout ça, ici, la zone néocortex, elle est un petit peu en construction, mais en plus, elle est pleine de trous. C'est comme un gruyère. Donc, ce qui veut que, en plus que n'importe quel humain qui ressent des fortes émotions, qui a son néocortex qui tombe en panne, chez l'enfant, plus l'enfant est jeune, plus ça tombe facilement en panne. En plus, même quand ils vont bien, cette partie-là ne fonctionne déjà pas de façon optimale. Il faut attendre pour que cette partie-là soit totalement construite jusqu'à 24-25 ans chez le garçon et un petit peu plus jeune chez la fille. Donc imaginez bien la difficulté que peut avoir un enfant de 4 ans à contrôler ses colères. Mais alors, sachez que quand même, toute cette partie du cerveau continue, là, cette partie néocortex, continue à maturer jusqu'à 35-40 ans. Donc, ce qui me ramène à vous dire, encore, soyons indulgents. Les enfants ont du mal à maîtriser leurs émotions et c'est tout à fait normal. Ils vont avoir du mal de réfléchir avant d'agir et c'est tout à fait normal. Mais ils vont se construire petit à petit à mesure où leur cerveau va se développer. Mais aussi grâce à l'accompagnement que vous, adultes, ou les instituteurs, ou tout personnel adulte, ou toute personne adulte qui entoure l'enfant, vont pouvoir lui apporter.
Donc pendant la toute petite enfance et l'enfance donc de 0 à 5 ans et de 6 à 12 ans, l'enfant va avoir besoin d'être accompagné. On peut s'attendre à avoir des crises régulières. Un enfant entre 2 et 5 ans peut faire jusqu'à 12 crises par jour. Donc rassurez-vous, si vos enfants font des crises, c'est normal, c'est logique, ça correspond au développement psychomoteur de son cerveau. Et tout est à fait normal au vu de son développement. Donc ça déconnecte vite, ça se déconnecte facilement, mais plus il va grandir, plus il va prendre du contrôle et plus il va développer des aptitudes à mieux gérer ses émotions. Donc on va avoir des crises moins souvent, moins explosives, sauf si l'enfant a des problématiques particulières. Ah oui, l'enfant TDAH, donc trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Cette partie-là fonctionne moins bien déjà à la base que chez la plupart des enfants. Si un enfant a un autre problème neurologique tel que les troubles du langage ou toute forme de dyspraxie, dyslexie, je ne vais pas vous faire tous les 10, il y en a une quantité, cette partie fonctionne moins bien et elle va maturer moins vite. Et c'est des enfants qui donc, oui, certes, ils vont progresser, mais à leur rythme et plus de temps que les autres enfants, donc ne faites pas de comparaison, et ils auront davantage besoin de votre soutien. Alors, il y a autre chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est une fois que le néocortex est tombé en panne et que nous voyons l'enfant dans l'attaque ou dans la fuite ou faire le mort dans son mécanisme de défense, n'oubliez pas, il n'y est pour rien. Ce n'est pas volontaire, il ne le fait pas contre nous. C'est pour se protéger, c'est inné, c'est inconscient. Il ne le fait pas exprès, ce sont des réflexes qui se mettent en place à cause de son cerveau reptilien. Donc c'est à nous, adultes, de rester dans le rationnel et de l'accompagner à se reconnecter avant de pouvoir échanger avec lui. Donc c'est l'amener à redescendre de son état émotionnel pour que son rationnel se reconnecte, pour qu'on puisse parler avec lui. Donc, exemple, si j'ai un jeune qui est dans un mécanisme d'attaque, qui lance des trucs, qui vous retourne une chambre, il a besoin que je sois là pour le contenir. Alors attention, sans rentrer dans le conflit ni sur la surenchère, parce que le but, on est bien d'accord, c'est de faire redescendre les émotions, c'est pas de le cloisonner encore plus dedans. Donc là, il va falloir faire preuve de douceur, mais de fermeté, pour pouvoir l'aider à redescendre et à reconnecter. Si j'ai un enfant qui est en train de fuir, je vais devoir peut-être l'accompagner en restant pas trop loin de lui, alors forcément en gardant un œil sur lui pour pas qu'il se mette en danger, mais de le laisser seul dans sa bulle un moment, car pour l'instant il est tellement submergé par ses émotions qu'il a besoin de ça, de ce temps, ça va être peut-être 5-10 minutes, pour redescendre, pour que toute la pression redescende, que ça se reconnecte et pour pouvoir revenir vers l'adulte, pour pouvoir échanger. Alors voilà, vous avez une première base de compréhension de ce qui se passe dans le cerveau de nos chères petites têtes blondes. Et si toutefois vous souhaitez avoir un accompagnement pour votre famille ou votre rôle de parent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les commentaires de cette vidéo, sachant que le site internet sera dans le générique de fin de la vidéo, pareil pour la page Facebook. Voilà, je vous dis une bonne journée à tous et je vous le redis, soyons indulgents.